20 mars sur 13e rue. Bienvenue à toutes et à tous pour de nouveaux faits Carl Zero sur 13e rue. C'est sur les traces d'un des plus grands serial killers de la planète que je vous emmène aujourd'hui. 48 meurtres au compteur, peut-être même 70 effectués. L'assassin de la Green River a sévi pendant 20 ans et semé la terreur dans toute l'Amérique. Tuer, défier la police, voilà ses deux occupations favorites. C'est en 82 que commence cette affaire, le jour où une jeune femme est retrouvée étranglée sur les bords du fleuve. C'est une prostituée âgée de 16 ans, une proie facile pour le prédateur qui l'a sans doute récupérée le long d'une grande artère menant à Seattle. À ce moment-là, donc, rien d'exceptionnel. Si ce n'est que quelques jours plus tard, une autre jeune femme, de 23 ans cette fois, est découverte morte dans les mêmes conditions et au même endroit. Et cela va ainsi continuer pendant près de 2 décennies, sans la moindre piste pour les enquêteurs. Nous suivrons pas à pas cette enquête pour tenter d'identifier ce dangereux psychopathe et nous verrons comment cette traque infinie a permis au passage de faire évoluer les techniques de la police scientifique. Le tueur de la Green River, c'est l'histoire du plus grand tueur en série américain, et c'est tout de suite dans les faits Carl Zero. Il a tué au moins 48 femmes et échappé à la police pendant près de 20 ans. Les femmes me sous-estiment. J'ai une allure ordinaire. Il a appris à se fondre dans le paysage et il se considérait comme un tueur très efficace. On retrouvait des tas de restes humains, mais on n'avait personne à arrêter. Mon apparence était différente de ce que j'étais vraiment. Le tueur en série le plus prolifique de l'histoire des États-Unis livre ses secrets les plus sombres. Qui est-il? Qu'est-ce qui le fait passer à l'acte? Et comment a-t-il pu tuer en toute impunité pendant si longtemps? Les questions et les réponses au sujet du tueur de la Green River, c'est tout de suite dans les faits Carl Zero. Seattle, État de Washington, 24 juillet 2003. L'homme surnommé le tueur de la Green River lève le voile sur son passé ténébreux. Avec l'aide de Mary-Helen O'Toole, analyste comportementale du FBI, les enquêteurs s'enfoncent dans les méandres de l'esprit d'un meurtrier en série. Leur objectif, découvrir pourquoi il a tué et comment il a pu devenir aussi efficace. Cette étude pourrait permettre au FBI d'élucider des affaires similaires. Mais encore faut-il que les enquêteurs qui auditionnent le tueur le convainquent d'avouer tout ce dont il se rappelle. Ils veulent connaître tous les détails de chacun des meurtres commis en 2 décennies. Les tueurs en série ont en commun des traits de personnalité, des caractéristiques. Plus on donne à l'un d'eux l'impression que c'est lui qui est aux commandes, plus il parlera. Qu'est-ce qui vous plaisait le plus? La mise à mort? Le summum, c'était la mort. Je tuais parce que j'en avais envie. Le tueur de la Green River explique comment il s'est débarrassé de sa première victime en 1982. Vous saviez où vous alliez mettre son cadavre avant de la tuer? Non, je l'ai tué à l'arrière de mon pick-up et j'ai eu l'idée d'aller à la Green River. C'était logique comme endroit. Comme ça, toutes les preuves disparaîtraient. Kent, État de Washington, 15 juillet 1982. Non loin du Meeker Street Bridge, à une vingtaine de kilomètres au sud de Seattle, une découverte macabre vient d'être faite. Les autorités locales ont découvert le corps d'une jeune femme dans la Green River. Elle est nue. Ses vêtements sont serrés autour de son cou et l'autopsie confirme qu'elle a été étranglée. Elle s'appelait Wendy Caulfield. Cette fugueuse de 16 ans se prostituait et constituait une proie facile pour un tueur, aux appétits, ma foi, insatiables.
On veut savoir à quoi vous avez pensé, ce que vous avez ressenti. Au bout d'un moment, je me suis calmé. Je me suis rendu compte que j'avais tué quelqu'un, mais ça n'a pas calmé mes pulsions. Le 12 août, le cadavre d'une autre jeune femme nue fait surface dans la Green River. C'est celui d'une prostituée de 23 ans, Deborah Lynn Bonner. Elle a été étranglée de la même façon que Wendy Caulfield, et toutes deux fréquentaient un quartier connu sous le nom de SeaTac Strip. Que signifie ce point commun pour les enquêteurs? Qu'un souteneur ou un client pourrait être responsable des meurtres. Le SeaTac Strip, une route nationale de 27 km qui passe à côté de l'aéroport de Seattle-Tacoma, est un haut lieu de la prostitution. Peut-être qu'un souteneur s'était énervé et qu'il avait tué 2 filles qui tapinaient pour lui. Autre hypothèse. Il peut s'agir d'un des clients qui viennent traîner par centaines dans le quartier chaque semaine. Les policiers interrogent les amis de Deborah Bonner et d'autres prostituées, mais ne décèlent aucun lien entre elle et Wendy Caulfield. Bref, le tueur reste introuvable et en profite pour se perfectionner. D'un côté, vous luttiez contre votre envie de tuer, et de l'autre, contre celle de vous faire prendre. Au bout d'un moment, j'ai plutôt eu le sentiment de vouloir tuer sans me faire prendre. C'est pour ça que j'ai recouvert les corps, pour que le courant ne les emporte pas. 3 jours plus tard, le 15 août, un homme qui faisait du canot pneumatique repère quelque chose d'étrange, juste là, sous la surface de l'eau. Au départ, il a cru que c'était des mannequins, mais il s'est aperçu que c'était des êtres humains, des jeunes filles mortes. David Reichert et ses collègues arrivent sur les lieux. Dans une zone où il n'y a pas beaucoup de fond, ils découvrent 2 cadavres de femmes qui ont été lestés avec des cailloux. Alors qu'ils remontent le long de la berge en quête d'indices, David s'arrête net. Là, dans les buissons, gît une 3e victime, elle aussi étranglée avec ses vêtements. Pour le policier, cette découverte macabre sonne comme une révélation. Sur les bords de la Green River, je me suis demandé quel genre de monstre on cherchait. Pour nous, il ne faisait aucun doute qu'on avait affaire à un tueur en série. Ce n'est pas la première fois que les policiers du comté de King sont sur les traces d'un tel meurtrier. 8 ans plus tôt, ils ont arrêté Ted Bundy, qui avait tué au moins 30 femmes, dont 8 dans la région de Seattle. Un de nos responsables savait quelles ressources seraient nécessaires pour mener une enquête comme celle-ci. Quelle serait la pression des médias et la réaction des habitants à la nouvelle qu'un tueur en série rôdait à nouveau dans le comté de King. Ce genre d'affaire, c'est ce qu'il y a de plus difficile à résoudre, car le tueur choisit ses victimes au hasard. Habituellement, dans une enquête pour homicide, on étudie le passé de la victime. On cherche qui avait les moyens, le mobile et l'occasion de commettre le crime. Le problème, c'est qu'un tueur psychopathe ne connaît pas ses victimes. Le lendemain, le médecin légiste retire des cailloux du vagin de 2 des victimes. La police suppose que le tueur voulait les rabaisser sur le plan sexuel. Le légiste retrouve également des traces de sperme dans 2 des cadavres. Les autorités organisent une conférence de presse pour annoncer qu'elles sont à la recherche d'un tueur en série. Nous pensons que toutes les affaires découvertes dans le comté de King suivent le même mode opératoire. On a trouvé les victimes au même endroit et dans un état similaire. Le FBI va déterminer un profil psychologique du meurtrier. À l'époque, cet outil relativement nouveau fait fureur. À l'époque, ce profil intéressait énormément les médias. Les journalistes n'arrêtaient pas de nous demander quand ils allaient le recevoir. Les profilers étudient les crimes d'un tueur en série pour définir sa personnalité. Ils comparent les rapports d'autopsie, les photos de scènes de crime et le passé des victimes. On étudie la scène de crime, ce que le tueur a fait à ses victimes, quand, comment il les a attrapées, et ça nous apprend énormément de choses sur sa personnalité.
Forts de ces renseignements, les analystes sont capables de déduire, entre autres, l'âge, la couleur de peau, le niveau scolaire, la profession et même la situation de famille du tueur. Le profil permet de réduire le nombre de suspects, mais ne remplace pas le travail de police à l'ancienne. Si on suit aveuglément ce document, on enfreint un précepte fondamental. On écarte certains suspects en partant simplement du principe qu'ils ne correspondent pas au profil. Les profilers du FBI consacrent 1 mois à la rédaction du document. Ils concluent que le tueur croit avoir une mission personnelle à remplir, débarrasser le monde des prostituées, mission à laquelle il se consacre avec dévouement. Je vous rends des services en tuant des prostituées. Vous ne pouvez pas les tuer, mais moi si. Le 22 août 82, une semaine après leur découverte, les 3e, 4e et 5e corps sont identifiés. Il s'agit de Marcia Chapman, 31 ans, Cynthia Hinds, 17 ans, et Opal Mills, 16 ans. Les enquêteurs constatent que 4 des 5 victimes, Caulfield, Bonner, Chapman et Hinds, ont un point commun. Toutes étaient prostituées. La 5e, Opal Mills, a disparu près du quartier chaud de Seattle, le SeaTac Strip. Il devient alors clair que c'est là que le tueur rôde, en quête de proie facile. Les prostituées sont les femmes les plus vulnérables de la société, parce qu'elles sont obligées de se laisser approcher. Pourquoi les prostituées sont-elles des victimes de prédilection pour un tueur en série? Parce que ce sont des proies faciles. Leur seul contact avec l'extérieur, ce sont des hommes qu'elles ne connaissent pas. Ça signifie qu'on ne signale leur disparition qu'une fois qu'il est trop tard, et qu'au moment où on retrouve leur cadavre, la piste du tueur s'est évanouie. Quand on cherche un tueur en série qui s'attaque à des prostituées, la liste des suspects est très très longue et l'auteur des faits le sait. Il s'est même peut-être dit « Je sais qu'il va falloir du temps pour qu'on signale la disparition de cette fille, qu'il va falloir du temps aux policiers pour supposer qu'elle est morte. C'est toujours ça de gagner. » 5 femmes étant mortes en 1 mois, le shérif du comté rassemble 25 policiers pour constituer un groupe d'action, chargé de mettre fin aux agissements du tueur. David Reichert prend la direction de ce groupe qui explore d'abord des pistes concernant les victimes et leurs clients. Il faut retourner sur les lieux où la fille a été vue pour la dernière fois, discuter avec les gens qui y étaient à ce moment-là, découvrir ce qu'ils ont vu et entendu. Les enquêteurs lancent un appel à témoins pour obtenir des informations. Et très vite, ils sont submergés par des milliers de renseignements fournis par des habitants terrorisés. Les noms défilaient et il fallait tous les examiner pour savoir si on avait affaire à un suspect. Le téléphone sonnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais tout le monde défendait ses propres intérêts. Le FBI s'apprête à remettre le profil du tueur de la Green River. Il va conduire les policiers à leur premier suspect. Le long de la Green River, à ce moment-là, c'est la psychose. 5 femmes assassinées et toujours pas de suspect. Et vous allez le voir, ça ne va pas s'arrêter là. Les meurtres vont se multiplier et toujours aucune trace du tueur. C'est désespérant, car la police est vraiment sur le coup. Des équipes dédiées, des enquêteurs chevronnés, des détectives assermentés, des moyens considérables. Même le FBI va mettre les bouchées doubles. Et tout cela en vain. On n'a rien, rien de rien. Si ce n'est un profil psychologique réalisé par les fédéraux. Une première d'ailleurs à l'époque où le phénomène des serial killers n'est pas encore bien identifié et le métier de profiler même pas inventé. Pourtant, le bureau fédéral va sortir un profil bien précis. L'ordinateur définira un homme blanc, psychopathe très dangereux et au chômage. La fréquence des meurtres, l'âge des victimes, leur statut, les rites sexuels observés, les enquêteurs en sont sûrs, l'homme est blanc et sans emploi. Et cela va emmener les policiers jusqu'à un suspect. Est-il le tueur en série de la Green River? À ce moment-là, dans le comté, tout le monde l'espère. Septembre 82. Les policiers de la région de Seattle sont à la recherche d'un meurtrier en série, surnommé le tueur de la Green River. En 6 semaines, les cadavres de 5 femmes ont été retrouvés dans le cours d'eau et sur ses berges.
Plus le meurtrier passera entre les mailles du filet, plus il gagnera en confiance et en détermination. J'avais le contrôle quand je tuais, et je ne ressentais aucun remords. Toujours en septembre, le FBI termine le profil psychologique du meurtrier. Le document n'est pas communiqué à la presse pour éviter que l'auteur des faits n'en prenne connaissance et change sa façon de procéder. Qu'est-ce que le profil apprend aux policiers au sujet du tueur? Qu'il s'agirait d'un homme blanc, qui aime la nature, qui a un casier judiciaire et qui est souvent au chômage. D'après le profil, le choix d'une femme blanche comme première victime indique que le meurtrier est certainement blanc. Comme il se débarrasse de certains cadavres non loin d'un coin de pêche, situé au milieu de nulle part, il connaît bien les zones boisées. C'est peut-être un chasseur. Le caractère sexuel des meurtres, dévêtir les victimes, puis leur enfoncer des cailloux dans le vagin, laisse entendre qu'il a déjà agressé et violé. Et s'il est comme beaucoup d'autres tueurs en série, il est tellement obsédé par ses fantasmes de violence pendant ses heures de veille qu'il est incapable de conserver un emploi. Le profil signale aussi qu'il essaiera de s'immiscer dans l'investigation, peut-être en donnant des renseignements à la police. Pour en arriver à ces conclusions, et à certaines autres, le FBI a étudié 36 tueurs en série déjà condamnés et leur comportement commun. Ces indications mettent les policiers sur la piste d'un chauffeur de taxi de Seattle du nom de Melvin Foster, qui n'arrête pas de leur fournir des tuyaux. Il disait pouvoir transmettre des renseignements qui nous aideraient à résoudre l'affaire. Les policiers découvrent que cet homme de 44 ans a grandi non loin de la Green River, qu'il est souvent au chômage, qu'il fréquente les quartiers chauds et qu'il a été arrêté plusieurs fois, mais jamais pour violence sexuelle. Malgré tout, sur bien des points, il correspond au profil. Il collait tellement bien que des ressources très importantes ont été mobilisées pour enquêter sur lui. Le 20 septembre 82, les policiers convoquent Melvin Foster pour l'interroger. Il révèle qu'il connaissait les 5 victimes car il rencontre beaucoup de femmes au volant de son taxi. Mais quand les policiers l'interrogent à propos des meurtres, Foster clame son innocence. Les policiers ne sont pas convaincus. On s'est dit que s'il les connaissait toutes, il devait y avoir anguille sous roche. Pour nous, tout un tas d'alarmes se sont déclenchées. Quand il accepte de se soumettre au détecteur de mensonges et qu'on lui demande s'il a tué la femme trouvée dans la rivière, Foster répond non, mais l'appareil indique qu'il est de mauvaise foi. Les policiers pensent alors tenir leur homme. Ils prélèvent quelques cheveux et des échantillons de sang pour les comparer aux indices trouvés sur les scènes de crime et placent secrètement Foster sous surveillance. 5 jours plus tard, le 25 septembre, un autre corps est retrouvé dans les bois, à 5 km au sud de l'aéroport, c'est-à-dire loin des 5 premiers cadavres. Cette 6e victime, Giselle Lovvorn, est une jeune femme de 16 ans qui se prostituait elle aussi sur le SeaTac Strip. Son autopsie indique qu'elle a été étranglée 9 semaines avant que la police se mette à surveiller Melvin Foster 24 heures sur 24. Le chauffeur de taxi fait donc toujours figure de suspect numéro 1, mais il repère les policiers qui le filent et raconte son histoire à la presse. Avez-vous tué toutes ces femmes? Non, mais j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé savoir qui c'est. Je l'arrêterai. Ça me met en rogne qu'on fasse du mal à une femme. Les policiers maintiennent leur surveillance, mais ne retrouvent plus aucun corps. Les enquêteurs et les médias se concentrant sur un seul et unique suspect, les prostituées se sentent en sécurité. Dès lors, elles évitent soigneusement Foster. Dès qu'on discutait sur le strip, on entendait parler de Melvin Foster. En décembre 82, David Reichert et ses collègues sont convaincus de la culpabilité de Melvin Foster, même s'il manque de preuves, pour le coffret. Le sang, les cheveux et les fibres prélevés sur lui ne correspondent pas aux indices trouvés sur les scènes de crime. Mais le bureau du shérif du comté de King décide de réduire les effectifs de son groupe d'action. Pourquoi les autorités réduisent-elles les effectifs et les ressources de la police? Parce qu'elles pensent que le tueur a arrêté de sévir.
Ça tenait à la situation générale. On ne trouvait plus de victimes. Il y avait d'autres affaires en cours, donc tout le monde a repris son travail habituel. Plusieurs mois s'écoulent sans qu'aucune victime ne soit découverte. Pourtant, les policiers sont perplexes. Ils reçoivent de plus en plus de signalements de disparition, dont beaucoup concernent des prostituées, et ils savent que les meurtriers en série s'arrêtent rarement de tuer d'eux-mêmes. Encore un cadavre de femme. C'était comme un trophée? Non, je ne pensais pas à ça. J'ai commencé à tuer et j'ai simplement continué. En mai 83, les autorités découvrent une femme étranglée dans les bois à l'est de l'aéroport. Au cours de l'été et de l'automne suivant, ce sont les dépouilles de 7 autres femmes qui sont retrouvées dans les zones rurales du comté de King. Comme ils surveillent le chauffeur de taxi 24 heures sur 24, les enquêteurs se rendent compte qu'ils ont fait fausse route. Le tueur de la Green River ne s'appelle pas Melvin Foster, et il rôde toujours. Tout à coup, ils ont compris que le tueur n'avait pas disparu. Fin 83, le bilan est donc passé à 15 victimes, et la disparition d'au moins 20 autres prostituées a été signalée. On se dit, mon Dieu, pourvu qu'il n'y ait pas d'autres coups de fil, pas d'autres victimes, pas d'autres scènes de crime, il faut qu'on trouve ce type. Il ne nous échappera pas. Janvier 84. Un an après la dissolution du premier groupe d'action, le bureau du shérif du comté de King en crée un second, composé maintenant de 43 enquêteurs de la police locale, de la police de l'État et du FBI. Des agents infiltrés s'attaquent à la prostitution de Seattle et arrêtent les clients des filles qui font le trottoir. Mais ils n'ont toujours aucune idée de l'identité du tueur. En février, un journaliste du Seattle Post-Intelligencer, Mike Barber, reçoit une lettre anonyme dactylographiée de 2 pages qui contient des détails n'ayant jamais été divulgués, comme la présence de cailloux à l'intérieur du corps de 2 des victimes. J'ai remarqué que quelques éléments avaient été passés sous silence. J'en connaissais certains, mais pas d'autres. Mike Barber remet la lettre aux enquêteurs, qui la transmettent au FBI pour analyse. Selon le FBI, qui est l'auteur de la lettre? Quelqu'un qui n'est pas le tueur. Pour des raisons qui demeurent obscures, un analyste du FBI en conclut qu'il n'y a aucun lien entre la lettre et le meurtrier. Il a été établi que la source se trouvait certainement au sein du groupe d'action, qu'elle voulait attirer l'attention sur la police et qu'elle voulait se faire valoir, mais que la lettre n'était pas du tueur. Les autorités ne vont donc tenir aucun compte de ce courrier. Il n'en faut pas plus pour que le tueur s'enhardisse. Qu'est-ce qui était si agréable? Au départ, c'était le petit pincement de peur à l'idée d'être pris. Mais au fur et à mesure, c'est devenu un peu plus facile de tuer et d'emporter les corps plus loin pour qu'on les trouve moins facilement. En février 84, près de 2 ans après la découverte du premier cadavre, le bilan passe à 16 victimes et rien n'indique que le tueur va s'arrêter là. C'était frustrant parce que ces victimes étaient là depuis très longtemps. Ça n'était plus que des squelettes. On passait des jours, des semaines à étudier les scènes de crime. Bientôt, les progrès de la criminologie vont permettre d'élucider l'affaire. Mais combien de temps faudra-t-il encore attendre avant que les enquêteurs arrêtent ce tueur? Mais alors si ce n'est pas Foster, qui est-ce? Pourquoi la police n'arrive-t-elle pas à mettre la main sur le meurtrier, quand même, après tant d'années? Et si la fameuse lettre n'a pas été écrite par le tueur, alors qui en est l'auteur? 16 victimes tuées, dans les mêmes conditions, dans le même secteur géographique, pas un indice. C'est vraiment à peine croyable. Malgré les efforts redoublés de la police locale, secondée par le FBI, le tueur de la Green River semble avoir systématiquement une longueur d'avance. Heureusement, la vie est bien faite, car la chance va enfin finir par sourire aux enquêteurs un soir. Une prostituée contacte la police pour dénoncer le comportement étrange d'un homme qu'elle a rencontré. Un certain Gary Ridgway. Il a un profil plutôt normal, mais qui tombe à pic alors que l'enquête est au point mort. C'est la seule piste dont la police dispose et il est hors de question de la négliger.
Comté de King, Washington, février 84. Après presque 2 ans d'enquête, les policiers n'ont toujours pas arrêté le tueur de la Green River. La pire affaire de meurtre en série de l'histoire des États-Unis a déjà coûté la vie à 16 femmes. Ne considérant plus Melvin Foster comme le suspect numéro 1, les enquêteurs se retrouvent à la case départ. On n'a pas pu établir de lien entre la moindre victime et lui. On l'a surveillé pendant longtemps, mais on ne l'a pas surpris en train de faire quoi que ce soit de mal. L'enquête est dans l'impasse. Non seulement le tueur sanguinaire rôde toujours, mais en plus il se montre plus malin que la police. Vous trompiez les prostituées pour les tuer, et vous trompiez qui d'autre? D'une certaine façon, j'ai trompé la police. Une nouvelle vague de terreur déferle sur le SeaTac Strip. Une prostituée raconte à la police qu'elle trouve un de ses clients bizarre, différent. Elle a réussi à voir qu'il s'appelle Gary Ridgway. En s'intéressant au passé de cet individu, les enquêteurs constatent qu'il a un casier judiciaire. Il avait été arrêté en 1982 lors d'une opération organisée par le bureau du shérif sur Pacific Highway, parce qu'il fréquentait une prostituée, ce qu'il avait d'ailleurs volontiers reconnu. Mais Gary Ridgway ne correspond pas au profil établi par le FBI. Marié 2 fois, il a un fils et travaille chez le même employeur depuis 13 ans. Malgré tout, la police le convoque pour l'interroger. Ridgway accepte de passer au détecteur de mensonges. Quand on lui demande s'il a tué une des victimes retrouvées dans la rivière, il répond non. Et comme le détecteur ne détecte rien, les policiers laissent repartir Ridgway. Il ne se démarquait pas de plusieurs autres suspects et son dossier a été mis en suspens parce qu'on ne pouvait rien faire de plus. En juin 85, la police découvre d'autres lieux d'inhumation et 15 nouveaux cadavres. Le bilan est maintenant de 31 victimes. Les enquêteurs passent les alentours au peigne fin. Les policiers traitaient les scènes de crime comme des sites archéologiques. Ils fouillaient le sable et la terre pour trouver des petites fibres. Ils examinaient les nids d'oiseaux dans les arbres. Ils remuaient vraiment ciel et terre. C'est à ce moment-là que le groupe d'action bénéficie d'une avancée technologique. Pour faire face à l'énorme accumulation d'indices, les policiers reçoivent un système informatique sophistiqué permettant de croiser des noms propres et des mots-clés. Et en septembre 86, cet outil fait apparaître un renseignement nouveau concernant une vieille connaissance, Gary Ridgway. Il s'agit d'un rapport de la police de Des Moines, une ville de l'État de Washington, à 25 km au sud de Seattle. Daté de 83, il indique que l'individu est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la disparition d'une prostituée de 18 ans, Mary Malvar. La dernière fois qu'on l'avait vue, la jeune femme montait dans un pick-up sur le SeaTac Strip, en avril 83. Ne la voyant pas revenir, son souteneur était parti à sa recherche et avait retrouvé le pick-up devant cette maison, non loin du Strip. Le véhicule appartenait à Gary Ridgway. Plusieurs jours après, les policiers de Des Moines avaient interrogé Ridgway. Il avait nié avoir levé Mary Malvar et n'avait plus été inquiété. Pour quelles raisons les renseignements concernant Mary Malvar et Gary Ridgway ont-ils été négligés? Parce que la police de Des Moines a mis plusieurs mois à transmettre son rapport au groupe d'action. Et ensuite, ce rapport est passé inaperçu. C'est facile à dire aujourd'hui, alors que les policiers essayaient justement d'éviter de négliger des éléments comme celui-ci. En 86, les enquêteurs du groupe d'action se lancent dans un examen approfondi du passé de Gary Ridgway et font une découverte capitale. 27 des victimes ont disparu un jour où Ridgway, employé chez un constructeur de poids lourds, était en congé. Aussitôt, il est placé sous surveillance et les policiers le suivent lors de ses allées et venues sur le strip, où il reluque les prostituées. Je le prenais en filature. Il passait doucement sur la nationale, il regardait de tous les côtés. Ça lui plaisait d'être là, et il y allait dès qu'il pouvait. Le 8 avril 87, les enquêteurs, munis d'une commission rogatoire, fouillent Gary Ridgway et sa propriété. Ils prélèvent des échantillons de cheveux, de salive et passent sa maison au peigne fin. Ils ont littéralement disséqué son domicile. Et ils ont réuni tous les indices qu'ils ont pu trouver. Sauf qu'au bout du compte, absolument rien ne permettait de faire un lien avec aucune des scènes de crime.
C'était vraiment frustrant. Les policiers ont l'idée de conserver un échantillon de salive en chambre froide, car la criminologie qui fait de gros progrès pourrait un jour permettre d'élucider l'affaire. Qu'espère-t-il apprendre grâce à cet échantillon de salive? Si l'ADN de Ridgway est celui du tueur. Les échantillons de sperme prélevés sur le corps de 3 des victimes sont déjà en chambre froide. Mais à cette époque, l'analyse ADN n'en est encore qu'à ses balbutiements. Tout le monde savait qu'on disposerait un jour de l'analyse ADN. Donc, les indices ont été stockés dans des conditions adéquates, en attendant que cette technologie évolue. Les enquêteurs n'ont pas d'autre choix qu'attendre, que la science se perfectionne, ou que Ridgway commette une erreur. Aucune arrestation n'a lieu et l'affaire est au point mort. En fait, le tueur a pris peur. Vos émotions avaient changé? Expliquez-moi. Je me suis arrêté net après ça. Parce qu'il fallait que ça s'arrête. 10 ans s'écoulent paisiblement. Le groupe d'action se résume désormais à un seul homme, Tom Jensen, et l'enquête est en sommeil. Les électeurs du comté de King se choisissent un nouveau shérif, David Reichert, et pendant les années 90, les deux hommes surveillent les progrès de l'analyse ADN. Les années avaient passé. On s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Et tout le monde est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait s'intéresser à l'ADN. En 2001, le laboratoire de la police de l'État de Washington acquiert enfin le matériel nécessaire pour ce type d'analyse. Il permet d'établir des profils génétiques malgré la dégradation de l'ADN. Grâce à la technologie, on pouvait reprendre toutes les affaires anciennes, les affaires non résolues, pour réévaluer les indices qui restaient. En mars 2001, Tom Jensen remet les indices disponibles à Beverly Imick pour qu'elle les analyse. On se sert d'échantillons de sperme récupérés dans le corps de Marcia Chapman, Opal Mills et Carol Ann Christensen. Le geste du tueur, enfoncer des cailloux dans le vagin de 2 de ses femmes, a favorisé la conservation d'échantillons. Ça a permis de conserver assez de sperme pour qu'on puisse établir un profil génétique. La scientifique confirme que c'est le même homme qui a violé les 3 femmes. Elle compare ensuite ce profil ADN avec celui tiré de l'échantillon de salive de Gary Ridgway. Ils sont identiques. À ce stade, il fallait avertir Tom Jensen qu'on avait de bons résultats. Ce dernier les remet en main propre au shérif. J'avais l'enveloppe dans ma poche. Je l'ai sortie et je lui ai donné. J'ai pris l'enveloppe et j'ai dit, « Tu sais quoi, Tom? Je n'ai même pas besoin de l'ouvrir. » C'est Gary Ridgway. C'est donc la science qui a fini par confondre le tueur en série qui avait échappé à la police pendant 19 ans. C'est nous qui avons fait le travail préparatoire. C'est nous qui étions sur le terrain et nous avons été exhaustifs. Quelques années après, la science avait évolué et à partir de 40 000 fiches de renseignements, elle a permis d'identifier un individu. Ça me donne des frissons d'y repenser. Le 30 novembre 2001, la police photographie l'arrestation de Gary Ridgway à la sortie de son travail. Je lui ai dit qu'il était en état d'arrestation pour le meurtre de plusieurs femmes dans le comté de King. Il m'a regardé, je lui ai pris sa gamelle et il a juste dit « D'accord ». 4 chefs d'accusation, meurtre avec préméditation, sont retenus. On lui a présenté les preuves qu'on avait contre lui. Je n'ai pas lu de peur dans ses yeux, pas d'inquiétude. Il a posé une seule question sur le chemin du commissariat. Qu'est-ce que vous allez faire de mon pick-up? Nous ignorons si Ridgway est responsable de la mort d'autres femmes. Mais officieusement, David Reichert est convaincu du contraire. Il voit ses collègues conduire Ridgway en prison. Je l'ai regardé et je lui ai dit « On te tient, connard ». Ce connard de Ridgway risque la peine de mort, mais les autorités pensent qu'il détient la clé de plusieurs dizaines d'affaires de meurtre et de disparition. Et beaucoup de familles de victimes attendent des réponses depuis près de 20 ans. La justice n'est pas simplement le châtiment de l'accusé. Il faut aussi prendre en compte les victimes survivantes. Les procureurs vont alors passer un marché avec le tueur qui prête à controverse.
Le serial killer de la Green River est enfin entre les mains de la police. 19 ans se sont écoulés entre son premier meurtre et son arrestation. 19 années pour au moins 48 meurtres donc. Certainement beaucoup plus en réalité d'ailleurs. À la clé, la peine capitale pour ce psychopathe qui n'affiche aucun remords. Le pays entier attend son procès. Pendant près de 20 années, Gary Ridgway a été l'homme le plus recherché et le plus haï des États-Unis. Alors quand il s'ouvre ce procès, une bonne partie de l'opinion publique donne à Ridgway deux options. Au pire, la chaise électrique. Au mieux, une injection létale. Encore trop douce à leurs yeux pour un monstre pareil. Mais contre toute attente, les autorités décident de passer un marché avec le tueur en série. La vie sauve en échange d'informations cruciales pour retrouver les corps des victimes et confesser un maximum de crimes. Seattle, 15 avril 2002. Après avoir cherché le tueur de la Green River pendant près de 20 ans, les policiers ont enfin arrêté un suspect. Ils ont incarcéré 7 hommes, Gary Ridgway, alors âgé de 53 ans. Disposant d'un dossier en béton, grâce aux résultats des analyses ADN, les procureurs affirment vouloir obtenir la peine de mort. Mais les avocats de l'accusé réclament qu'on épargne leurs clients en échange d'un compte-rendu détaillé des meurtres. J'ai dit à Gary, si vous avez des renseignements, donnez-les-moi. Et on va voir si les procureurs sont prêts à négocier. Ridgway étudie ses différentes options et prend une décision qui va permettre de faire toute la lumière sur la noirceur de son esprit. Il reconnaît être le tueur de la Green River et en quelques semaines avoue le meurtre de plus de 60 femmes. Il a dit qu'il les avait toutes tuées. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Ça vous glace le sang. La défense se rapproche donc des procureurs pour une négociation. Mais ces derniers se montrent réticents. L'objection la plus évidente, c'était qu'il s'agissait d'un pacte avec le diable. On allait éviter la peine de mort à un homme, alors que si quelqu'un la méritait, c'était bien lui. Dans ce cas, pourquoi les procureurs acceptent-ils finalement de négocier? Parce que les enquêteurs ont besoin de renseignements pour clore des affaires de meurtre non élucidées. On a pensé qu'il valait mieux accepter cette offre. Ça permettait de faire endosser la responsabilité de toutes ces affaires à Ridgway, tout en apportant aux familles des réponses à certaines questions. Des questions du genre « Ma fille a-t-elle été tuée par ce type ?» Bonjour Gary. Bonjour. Bonjour. Le 13 juin 2003, les autorités transfèrent Gary Ridgway dans un endroit tenu secret. Ils vont l'auditionner de manière détaillée devant une caméra vidéo. Le FBI envoie une profileuse chevronnée, Mary-Helen O'Toole, pour participer aux interrogatoires. Son travail a pour but d'aider à dresser des profils de tueurs en série toujours plus précis, afin que la police puisse à l'avenir identifier les auteurs de faits similaires. Avec votre aide, on va en savoir plus sur les tueurs en série. Quelle est la stratégie de Mary-Helen O'Toole pour faire parler Gary Ridgway? Elle flatte son ego et le laisse prendre les commandes. J'ai peut-être été une des premières personnes qu'il a rencontrées dans sa vie et lui dire « Parlons de vous et de ce que vous êtes ». Quand vous mettiez vos mains autour du cou de quelqu'un, qu'est-ce que ça signifiait pour vous? C'était un moyen de me venger d'une femme. On cherche à jouer sur le narcissisme, sur l'arrogance. Elle m'a regardé et elle a essayé de m'en empêcher. Je vous en prie, non. Mais j'ai continué de l'étrangler. Je ne pouvais pas la laisser partir. Elle allait me dénoncer et je ne pourrais plus tuer. Pendant que la profileuse essaye de découvrir comment fonctionne Ridgway, les enquêteurs vérifient chaque meurtre qu'il avoue, en cherchant dans son discours des détails connus du seul tueur. Ridgway est disposé à parler lorsqu'il peut établir un lien avec celui qu'il appelle l'ancien Gary, c'est-à-dire son alter ego meurtrier. Qu'est-ce que l'ancien Gary peut nous dire de ces scènes de crime que le nouveau ne connaîtrait pas? Je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je fais sortir la rage. J'ai besoin de le faire. Il semble qu'une colère profonde, bouillonnante,
les pousser à tuer. Quelle est son origine? Mystère. Ridgway a tué tant de femmes qu'elle a du mal à se souvenir de leur nom ou de leur visage. Certains meurtriers rentrent parfois chez eux ravis. Pas vous, n'est-ce pas? Au moment où je rentrais chez moi, j'étais détendu. Parfois, je prenais une bière. Les interrogatoires se poursuivent pendant des semaines. Ridgway révèle qu'il a adressé une lettre à un journal de Seattle en 84. Celle qu'un analyste du FBI avait écartée, la prenant pour un canular. Les policiers du groupe d'action s'étaient appuyés sur le profil, sur sa précision. Et ils étaient en colère contre le FBI. Ils étaient vraiment énervés. Voilà, la voilà. C'est pas des dents? De juin à octobre 2003, Ridgway conduit les policiers sur plus d'une vingtaine de sites où il dit s'être débarrassé de ses victimes. Le pire dans ses sorties, c'était qu'il adorait ça. Il était aux anges à chaque fois qu'on le faisait monter dans le fourgon. Les autorités exhument 4 cadavres. Ce sont les premières victimes du tueur, retrouvées depuis près de 5 ans. En novembre, la police a vérifié 48 des meurtres avoués par Gary Ridgway. Mais ce dernier n'a jamais dit clairement combien de femmes il avait tuées. On l'a mis en examen pour 48 meurtres. C'est une estimation basse. Elle est presque à coup sûr inférieure au nombre de gens qu'il a tués. Pour la mort de Wendy Lee Caulfield. Coupable. Le 5 novembre 2003, Gary Ridgway plaide coupable des 48 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. Pour la mort de Colin Brockman. Coupable. Quand la négociation conclue par Ridgway pour échapper à la peine capitale est rendue publique, certaines familles de victimes sont scandalisées. Si on laisse un type négocier et coper de la perpétuité, alors qu'il a avoué avoir tué au moins 50 personnes, quel sens est-ce que ça a de condamner à mort des gens qui n'en ont tué qu'une? Mais la plupart des familles sont malgré tout soulagées d'apprendre ce qui est arrivé à leurs proches, même si c'est au bout de 20 ans. Le but, c'était d'aider les autres, de retrouver leurs proches, parce que je ne peux pas imaginer ce que ça aurait été de ne jamais savoir ce qui était arrivé à Opal. Je ne peux pas l'imaginer. D'autres questions subsistent. Comment Ridgway a-t-il tué autant de femmes pendant si longtemps en toute impunité? Et pourquoi a-t-il tué? La personnalité de Gary Ridgway est un cas unique. Sans le moindre remords, il va donc revenir froidement sur chacun de ses crimes et décrire son besoin vital de tuer. Une mine d'informations pour la police qui va méticuleusement analyser son comportement, disséquer ses réactions pour essayer de comprendre un psychopathe comme lui. Cynique, manipulateur, Ridgway va expliquer sans vergogne les différents stratagèmes qui lui ont permis pendant 20 ans d'assassiner toutes ces malheureuses femmes. Seattle, novembre 2003. Après avoir plaidé coupable des 48 chefs d'accusation de meurtre, Gary Ridgway accepte d'être interrogé pendant encore 1 mois par les policiers. Ils veulent savoir comment un peintre en carrosserie, avec un quotient intellectuel inférieur à la moyenne, leur a filé entre les doigts pendant près de 20 ans. C'est presque comme si quelqu'un avait construit ou conçu le tueur en série parfait. Vous avez beaucoup travaillé pour mettre au point ces stratagèmes. Comment Ridgway a-t-il manipulé autant de femmes? En se faisant passer pour un père de famille, doux et inoffensif. Ridgway a employé plein de techniques pour endormir la méfiance des filles, pour les mettre en confiance. Ainsi, il emmenait parfois son petit garçon, alors en primaire, pour lever des prostituées, et quand il était seul, il montrait des photos de son enfant. Je montrais une pièce d'identité, je mettais un doigt sur mon permis de conduire pour cacher mon nom, et de l'autre côté, dans mon portefeuille, il y avait des photos. Il y en avait une de mon fils.
La fille voyait mon fils et elle se disait que j'étais sûrement quelqu'un de normal. Il se servait de cette normalité pour les convaincre. Il n'y a rien à craindre. Regardez, il y a des jouets sur le siège de la voiture. Je suis père de famille. Ridgway berne aussi les prostituées les plus prudentes grâce à sa petite taille et à son allure quelconque. Ce type est pas très musclé, c'est un client comme un autre. Mais c'est ce qui les a perdus. Mon apparence était différente de ce que j'étais vraiment. Son talent à mener en apparence une vie normale lui permet de passer inaperçu pendant des années. Il défie les prévisions des meilleurs analystes comportementaux du FBI. Pourquoi les analystes se sont-ils autant trompés? Parce que Ridgway se différenciait d'un bon nombre de tueurs en série. Ce n'était pas un solitaire incapable de vivre en société, au contraire. Il a conservé un emploi pendant 30 ans, il s'est marié 3 fois et a eu un fils. Contrairement à ce que disait le profil, il n'avait dans son casier judiciaire aucun antécédent d'agression sexuelle ou de viol. Et ça n'était pas du tout un amoureux de la nature. Le profilage n'en était qu'à ses débuts lorsque Ridgway s'est mis à tuer et les profilers avaient encore beaucoup à apprendre. Les profils qu'on faisait dans les années 80 ratissaient si large que leur application à un individu en particulier était vouée à l'échec. En revanche, le même profil avait vu juste en concluant que le tueur se sentait humilié dans ses relations avec les femmes et qu'il essayait bien de punir et de rabaisser ses victimes. Ridgway parle enfin des causes de son instinct de mort, de sa rage à l'égard des femmes. Pourquoi une telle haine? Pourquoi? Parce qu'elle me contrôlait et je n'aime pas qu'on me contrôle. Et c'est à ça que ça se résume. Contrôler ces salopes. Personne ne m'aimait, alors tout le monde pouvait aller se faire foutre. Quelle est l'origine de la haine de Ridgway à l'égard des femmes? Il l'attribue en partie à sa relation avec sa mère. Selon lui, sa mère l'a humilié parce qu'il faisait pipi au lit jusqu'à 13 ans. Jusqu'à cet âge, elle lui a donné son bain. Après toutes ces humiliations, il dit avoir commencé à fantasmer qu'il la tuait. Une fois, il a même expliqué comment il comptait s'y prendre. Décrivez-moi ce que vous pensiez faire à votre mère avec ce couteau. Lui trancher la gorge. Pour qu'elle arrête de me dénigrer. Il reconnaît aussi avoir été attiré sexuellement par sa propre mère. C'était un fantasme, avoir une relation sexuelle, la toucher, sentir son corps. Et il admet qu'étrangler ses victimes lui procurait une stimulation sexuelle. Une fois que le sexe et la violence s'entremêlent, il n'est plus possible de les dissocier. Quel est le problème? J'aime tuer les femmes. 16 décembre 2003. Les policiers mettent un terme à 5 mois d'interrogatoire du tueur de la Green River. La profileuse, Mary-Hélène O'Toole, constate que, comme beaucoup de tueurs en série, Gary Ridgway est capable de mener une double vie. Plus un tueur en série se montre efficace, et plus il dure. Plus sa vie paraîtra normale vue de l'extérieur. Ça a été tout à fait le cas pour Gary. Le 18 décembre, un juge condamne l'accusé à 48 peines de perpétuité, qu'on additionne 48 fois la perpétuité pour meurtre. Gary Ridgway est transféré à la prison d'État de Washington, où il se trouve toujours. Même si Ridgway restera derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours, un bon nombre d'hommes et de femmes qui ont consacré près de 2 décennies à le traquer n'arrivent pas à tourner la page. La pression a été telle, on a vécu avec cette affaire en espérant chaque jour ne pas tomber sur un nouveau cadavre de femme. Et une fois qu'on l'a arrêté, on se dit, et si on l'avait attrapé plus tôt, on aurait sauvé des vies. Oui, j'y pense. Même à l'issue de l'enquête, on ignore toujours si Gary Ridgway a commis d'autres meurtres que les 48 qu'il a avoués. La police a perdu un temps précieux pendant la première année d'enquête en s'intéressant à Melvin Foster. Et puis les enquêteurs ont eu du mal à identifier les victimes. L'anonymat dans lequel vivent un certain nombre de prostituées
a gêné la progression de l'enquête. Plusieurs fois, il a été extrêmement difficile d'identifier les dépouilles. C'était très compliqué de trouver quelqu'un qui savait ne serait-ce qu'à quel moment chaque victime avait disparu. Un autre élément a détourné les policiers de la bonne piste. Ce sont les résultats du détecteur de mensonges. Comment Ridgway a-t-il réussi le test? La question reste ouverte. Le détecteur de mensonges est conçu pour 99% de la population. Mais il y a des gens qui sont connectés différemment. Cet outil n'est pas efficace avec tout le monde. Les éléments réunis grâce aux interrogatoires seront, à n'en pas douter, des plus utiles pour les profilers chargés de débusquer des tueurs du même genre. Il aura fallu une science nouvelle, l'analyse ADN, pour élucider l'affaire des meurtres de la Green River. Cette saga, tragique, aura également mis en lumière les limites du profilage, qui est plus finalement un art qu'une science, un art que les enquêteurs continuent de perfectionner. Bonsoir. 48 fois la prison à vie pour Ridgway, 48 fois la perpétuité pour les 48 victimes reconnues. Aux États-Unis, les peines de prison se cumulent et le plus grand tueur en série de l'histoire américaine est à ce jour encore enfermé dans le pénitencier de Walla Walla, dans l'État de Washington. Il y a évidemment très peu de chances pour que Gary Ridgway puisse à nouveau un jour aller zoner le long de la Green River. Cependant, les longs interrogatoires effectués par la police auront permis de faire considérablement progresser les techniques des profilers, ainsi que nos connaissances sur l'univers mental des tueurs en série. Quant à nous, soyez-en sûrs, on se retrouve très vite sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zero.